L'idée, c'est de décrypter l'actualité politique et j'aurai la chance ce soir d'être le modérateur des échanges, c'est-à-dire que c'est moi qui vais le moins bosser ce soir puisque ce sont nos invités, nos intervenants de grande qualité qui vont vous parler essentiellement. Nous avons la chance d'être avec Carlos Corrucciano qui est avec nous en direct, en visio depuis. Bonjour Carlos. Depuis Madrid, Corrucciano, pardon, qui est porte-parole et conseiller en politique internationale du parti Sumar et qui va nous présenter la doctrine Dias que vous pourrez découvrir dans le Grand Continent dès ce jeudi. Autour de moi, je suis avec Paul Magnette. Bonsoir Paul Magnette. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes président du Parti socialiste belge. On peut retrouver certains de vos écrits dans le Grand Continent, notamment pour une écologie épicurienne. Également, qu'est-ce que l'écosocialisme? Vous aurez la réponse en lisant Le Grand Continent. C'est un entretien réalisé avec vous. Paul Magnette, à ma droite, je suis avec François Ruffin. Bonsoir François Ruffin. Vous êtes député de la Somme. Vous avez écrit votre dernier ouvrage, Je vous écris du fond de la Somme. Et vous avez lancé cet après-midi un appel aux dons pour les personnes qui souhaiteraient vous soutenir. Voilà, va nous rejoindre un tout petit peu plus tard. Elle va arriver dans pas très longtemps. Chloé Ridel, la nouvelle porte-parole du Parti socialiste. Voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, dans nos échanges ce soir, qui vont tourner autour de, pour faire simple, quelle doctrine et quelle stratégie pour la gauche, pour les progressistes en Europe dans les années qui viennent. Et je propose de céder tout de suite la parole à Carlos Corrucciano pour une présentation de cette doctrine Dias. Carlos, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Et un grand merci au Grand Continent que j'ai dit tous les jours. Mais remerciement aussi à François, Paul et Céline pour ces débats. Tout d'abord, je m'excuse pour mon français, un peu rouillé. Contrairement au titre de cet événement, je crois que nous n'avons pas besoin d'une doctrine, nous avons besoin d'une approche flexible et d'adapter en contexte de grandes incertitudes et de changements constants. Nous devrons penser davantage à la stratégie qu'à la doctrine. L'idée de l'article de Jolande a été déposée, les bases d'un débat stratégique, débarrasser des clichés et des automatismes classiques de la gauche. Maintenant, il est important de rendre la stratégie aussi concrète que possible. C'est plus évident que jamais après ce qui s'est passé en Grèce dimanche. À l'échelle mondiale, nous vivons un moment de récession géopolitique, comme l'appelle Ian Bremmer, un moment de clair obscur, un moment paradoxal et contradictoire qui rappelle celui que Marx a saisi dans son 18 Brumaire après l'échec des révolutions de 1848 et le coup d'État de Louis Bonaparte en 1851. C'est le moment le plus tranchant avec Antonio Gramsci, que celui qui s'est ouvert après la crise financière de 2008. Nous vivons une véritable crise de régime, une crise organique dont les symptômes de Gramsci sont visibles partout. Une crise qui, à notre contrairement à 2008, de la crise économique et de l'urgence climatique. Après l'échec de la réforme fiscale de Liz Truss et les partis conservateurs britanniques, après les régimes de la réforme des retraites en France, on pourrait dire de manière provocatrice que les néolibéralistes et Excuse-moi, Carlos? Oui. On a juste un tout petit problème de connexion. On entend très difficilement le son, mais c'est un problème de connexion. C'est pas un problème de micro ni de caméra, malheureusement. C'est un problème de connexion Internet. Je pense que ça va être un petit peu difficile. Je ne sais pas si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on essaye? Il n'y a pas de solution. On enchaîne un peu? J'improvise, je meuble? Allez. On a lu la date.
de Yolanda Diaz. Carlos, on va essayer de trouver une solution. J'en profite pour dire bonjour à celles et à ceux qui nous regardent, soit en direct, soit en différé, en replay sur YouTube, pour cette rencontre. Donc, ce mardi du Grand Continent, nous avons à peu près jusqu'à 20h30 pour nos échanges. Je propose de vous donner la parole à l'un comme à l'autre pour vous faire réagir à cette idée, à cette doctrine d'Ias, et par exemple vous faire réagir. Attends, je l'avais noté où, la citation qui était vachement bien. Oui, c'est ça. L'Europe a été et reste l'échelle pertinente pour améliorer la vie des gens en raison de l'ampleur de ses politiques et du large soutien qu'elle conserve parmi les citoyens et qui, loin d'être purement symbolique, produit des effets matériels. C'est posé dans le texte de Yolanda Diaz dès le début et je vous propose de partir de cette idée et de cet article en général pour nous dire quelle est selon vous la doctrine qui permettra la victoire des progressistes dans les années 20 en Europe. Paul Magnette, c'est parti. Ça commence fort, en tout cas. Et je vous interromps. Non, d'abord, c'est dommage qu'on n'ait pas pu entendre. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être là ce soir pour pouvoir débattre avec François Ruffin. On a déjà commencé un tout petit peu autour de Pierre, on ne sortait pas entre gens du Nord. Discuter un petit peu de toutes ces questions, à la fois de doctrine et de stratégie. Et je pense que c'est une excellente idée de nous forcer, en quelque sorte, à réfléchir non seulement à la doctrine, mais aussi à la stratégie. Parce qu'on n'a pas très bien entendu Carlos, mais j'ai lu le texte et on a entendu le début de ton intervention. Je pense effectivement que la gauche a moins un problème aujourd'hui de doctrine qu'un problème de stratégie. Sur le plan de la doctrine, alors bien sûr, il y a tout un héritage qu'on a dû liquider, qui est encore en cours de liquidation d'une certaine forme de social-libéralisme qui était un échec total et je crois dont on doit définitivement tourner la page, même si nous en Belgique, par exemple, on ne s'est jamais empêtré sur ces terrains-là, mais clairement en France et dans un certain nombre d'autres pays. Et on doit pouvoir reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une urgence climatique absolue qui devient le cœur, doit être le cœur de toute problématisation politique. Et en même temps, reconnaître que cette urgence climatique, elle est d'abord et avant tout une question sociale. Il y a beaucoup de textes qui ont été publiés sur le Grand Continent sur la question, et la raison pour laquelle j'ai écrit un petit bouquin sur l'écosocialisme, c'est pour essayer de placer ce thème au cœur du débat public. Aujourd'hui, vous connaissez ces chiffres, les 1%
isoler tous les bâtiments, changer radicalement l'agriculture, investir massivement dans les énergies renouvelables, dans la mobilité collective. Si on ne fait pas tout ça en 2024, eh bien, il vaut mieux alors mettre le pied dans la porte, ne pas investir de commission, créer une forme de crise institutionnelle, mais qui est nécessaire pour obliger à réorienter le cours des politiques. François Ruffin, la question est posée, peut-il aller jusqu'à quasiment provoquer une crise institutionnelle? Est-ce que c'est ça la stratégie pour forcer l'Europe à changer? Je vais réagir au propos de des conseillers que vous proposiez en préalable. Moi, je ne veux pas passer par-dessus l'échelle nationale. Non. C'est-à-dire, quand elle dit le meilleur endroit, c'est l'Europe, moi, je dis quand même que quand l'État veut, il peut. On l'a vu pendant la crise du Covid, quand l'État français a voulu, il a pu. Donc, c'est un échelon à ne pas négliger. Ensuite, quand elle dit que c'est la meilleure échelle, j'en conviens sur plein de points, sur la régulation économique, sur la régulation fiscale. Ça serait la meilleure échelle, ça serait l'échelle idéale. Maintenant, c'est quand même conditionnel. Et quand elle dit que c'est l'échelle la plus populaire, c'est peut-être un point de vue espagnol sur la question, parce qu'il y a eu à la fois l'adhésion à la démocratie, le retour à la démocratie et l'adhésion à l'Union européenne s'est faite de manière conjointe. On ne peut pas dire que ça soit non plus, ça corresponde à l'histoire française. Je pense qu'il y a là-dedans des histoires qui sont des histoires particulières. Je veux qu'on se place là dans le temps long. Le temps long, pour moi, de la gauche, la parenthèse s'ouvre dans les années 80 et l'Union européenne y a son rôle. Hein, c'est une phrase de Lionel Jospin quand il était premier secrétaire qui dit nous ouvrons une parenthèse libérale. À partir de ce moment-là, bon, on se rallie à l'Allemagne sur les questions monétaires. On refuse de faire du protectionnisme et il y a finalement une adhésion à ce moment-là à l'orthodoxie néolibérale qui est en train d'arriver. L'acte unique européen, l'Europe de Maastricht, les élargissements successifs, tout ça, dans une région comme la mienne, a eu quand même des conséquences très concrètes. C'est la délocalisation de boîtes en série. Pariso Siège de France qui est parti en Roumanie, Goodyear qui est parti en Pologne, Whirlpool qui est parti en Slovaquie, la deuxième branche de Whirlpool qui est repartie en Pologne. Donc, quand on vient de dire que l'Europe est l'échelle la plus populaire, ça ne va pas du tout de soi. Je veux dire que quand je lis dans le texte de Yolanda Díaz qu'il faut l'Europe sociale, je souris. Qu'on comprenne bien mon ressenti, c'est que ça a été tant promis, cette Europe sociale, que c'est une espèce de truc auquel on ne croit pas. Mais il ne s'agit pas de penser que François Ruffin il est incrédule face à ça. Il s'agit de penser que dans la masse des Français, les gens vont être incrédules face à une promesse d'Europe sociale et que face à l'Europe sociale, on doit être comme saint Thomas face au Christ. On le voit, on le touche. C'est à partir de ce moment-là seulement qu'on se met à y croire. Premier temps, donc ce temps long qui fait que cette mondialisation et cette européanisation-là a produit un divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche. Le cœur des classes intermédiaires qui, grosso modo, a été peu frappé par les délocalisations, la désindustrialisation et ainsi de suite, et qui a même, pour un certain nombre, considéré que c'était une mondialisation heureuse, du moins avoir eu une certaine passivité face à ça, et des classes populaires qui ont vu, par exemple, chez les ouvriers non qualifiés, un quadruplement du chômage dans les années 80, et dès ce moment-là, leur niveau de vie stagnait, voire baissait. Ça veut dire qu'il y a des conséquences économiques de choix politiques qui ont été faits à ce moment-là, qui se traduisent par des choix politiques dans les urnes, et la montée de l'extrême droite en France, dans un coin comme le mien, est très nettement liée à cette histoire qui naît dans les années 80. Je le dis parce que si on ne pose pas le bon diagnostic, on n'arrivera pas. Alors, on s'ouvre là un nouveau temps. Je ne veux pas figer le jeu. Je ne veux pas figer le jeu. Le marbre de traité constitutionnel européen de 2005, évidemment, j'ai lutté pour le non au traité constitutionnel européen, le marbre, il est fissuré, voire il s'est ramolli. Voilà, il y a des brèches. Là, il y a une nécessité de maintenir la brèche ouverte, de l'élargir. Donc, j'ai entendu, puisqu'on a eu une conversation préalable, et voyons quand Carlos, c'est ça, c'est bien ça pardon, Carlos, il parle d'un moment de clair-obscur et d'un moment paradoxal. Ça me paraît tout à fait juste. Pour moi, que
ça soit l'Union européenne qui vienne poser la question de la présomption de salariat sur les auto-entrepreneurs, quand c'est la France qui est supposée être moins libérale dans son histoire, qui le refuse par la voix d'Emmanuel Macron. Quand on a un Emmanuel Macron qui vient parler de politique industrielle, quand aujourd'hui on a Jean-Pierre Pisani-Ferry qui vient dire qu'il faudrait grosso modo un ISF vert pour taxer les grandes fortunes sur 30 ans et qu'il faut que l'Union européenne fasse de l'endettement parce que ça sera de l'investissement écologique et que ça ne soit pas compris dans la dette, il faut voir ce qui bascule aujourd'hui possiblement sur le plan idéologique. Donc, c'est à considérer. C'est à considérer que l'idéologie dominante, concurrence, croissance, compétitivité, marché, mondialisation, pour moi, c'est comme un espèce de coyote de Tex Avery, vous savez, qui se retrouve au milieu du vide. Bon, alors il paraît que c'est pas un coyote, et il paraît que c'est pas Tex Avery qui l'a inventé, ce personnage. Mais c'est-à-dire que les idées, elles sont plus là. Il n'y a plus les idées. Bruno Le Maire, quand il passe à la télévision pour justifier sa politique, il ne nous parle plus de concurrence, il n'y a plus aucune prospérité à nous proposer, il n'y a plus aucun idéal, plus personne oserait nous parler de mondialisation heureuse, tout ça est mort. Et en même temps, il y a encore des forces sociales qui continuent à pousser dans la même direction. Mais dans la masse des gens, concurrence, croissance, compétitivité, mondialisation, ce sont des mots qui inquiètent plus qu'ils produisent de l'adhésion et de l'envie. Et on est dans ce temps de clair-obscur où il y a un rejet pour moi dans les masses de la population. Donc, en termes de doctrine à établir, le troisième point à dire, c'est l'impératif écologique dans le temps présent, qui s'est ajouté à ça, qui produit aussi un autre rapport au temps. Moi, sur le plan social, je pense qu'il y a des hauts et il y a des bas, même si on est dans ça glisse vers le bas, en tout cas pour les classes populaires, depuis 40 ans. Mais sur le plan de l'écologie, on rentre dans autre chose qui est un espèce de compte à rebours dans les têtes. Ce qui est détruit ne sera plus reconstruit. Ça produit un autre rapport à la politique qui est fait de beaucoup plus de tragique, de mon point de vue. Et je pense que la conjonction de ces trois éléments-là fait que ça doit nous forcer à s'inscrire au maximum dans les brèches qui peuvent être ouvertes au niveau de l'Union européenne. Même si, je le redis, il ne faut pas négliger tout ce qui peut être fait au niveau national, qui, pour moi, reste un lieu d'action tout à fait possible. Merci François Ruffin. Chloé Ridel nous a rejoint. Chloé Ridel, bonsoir, vous êtes la porte-parole du Parti socialiste. En votre absence, le Parti socialiste a pris un petit peu pour son grade. Justement, c'est l'occasion parfaite pour vous donner la parole. Chloé Ridel, je vous pose la question à vous. Quelle doctrine mettre au cœur des gauches européennes? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut une social-démocratie réinventée, une union populaire? Est-ce qu'il faut un écosocialisme? Merci Jean. Alors moi, j'ai rejoint le Parti socialiste il y a 3 mois. Je ne suis pas capable de l'ensemble de son histoire, même si j'ai un regard lucide dessus. Parce que je partage tout à fait ce qu'a dit François Ruffin. Il y a eu une erreur fondamentale, commise d'ailleurs par les socialistes dans les années 80, à travers François Mitterrand, qui a renoncé à exiger qu'avant de libéraliser tous les flux de marchandises et de capitaux, on harmonise nos normes sociales et environnementales à un niveau suffisant. Faute de quoi, on a laissé le marché nous dicter ses normes vers le bas. Donc, on est lucide sur le passif. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, le constat le plus important en toile de fond, c'est que l'Europe traverse, depuis à peu près 4 ans, un moment historique de bascule. Le grand continent, vous l'appelez l'interrègne. Pourquoi pas? Mais il y a eu une conjonction de crises, la pandémie, l'aggravation de la crise écologique, puis la guerre en Ukraine, qui sont en train de faire basculer l'Europe dans une autre page de son histoire et d'ouvrir, oui, des brèches. La pandémie de Covid a ouvert des brèches dans le système de Maastricht. Elle l'a fait craqueler. La rigueur budgétaire, on y a mis provisoirement fin sur 5 décisions politiques au Conseil. Les normes de concurrence en matière d'aide d'État, là aussi, il a fallu les écarter et les assouplir pour laisser les États voler au secours de leurs entreprises. On a aussi créé une nouvelle politique industrielle européenne qui s'appelle les Fonds européens d'intérêt commun, et on a massivement investi, notamment pour des lignes de production pour dire des vaccins. On a pu contracter, pour la première fois de notre histoire, on a pu s'endetter conjointement auprès des marchés pour redistribuer, y compris sous forme de subventions,
de l'argent aux pays les plus touchés par la pandémie. On a commandé ensemble des vaccins, etc., etc. L'aggravation de la crise écologique, ça nous a aussi amené à enfin utiliser notre marché, qui a été très mal construit, mais qui est grand quand même, et auquel toute la Terre peut accéder, parce que tout le monde veut nous vendre des choses. Et donc, on s'est finalement rendu compte qu'on avait là un pouvoir immense pour dire, bah, très bien, vous voulez nous vendre ça, mais vous allez devoir respecter telle règle. On a, par exemple, récemment interdit l'importation sur notre marché de tous les produits qui, dans le monde, sont issus de la déforestation. Cuir, maïs, soja, etc. De tous les produits dans le monde qui sont issus du travail forcé. On a commencé à créer une taxe carbone à nos frontières. Tout cela est insuffisant, mais on voit là aussi que progressivement, la bascule s'amorce. Puis voilà, la guerre en Ukraine qui nous anime là aussi à prendre des décisions majeures pour sortir de nos dépendances, de notre dépendance énergétique avec la Russie, ça c'est fait. Mais demain aussi de notre dépendance vis-à-vis de la Chine pour nos débouchés industriels, pour nos relais de croissance, de notre dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis, ça c'est pas gagné. Donc tout ça pour dire que en fait, c'est la bonne formule qu'utilisait Juliette Berger en Gaucher dans un article récent du Grand Continent. De verrou du progrès écologique et social, l'Europe devient progressivement un levier. Parce qu'elle a montré qu'elle était capable de pivoter, qu'elle n'était pas, par essence, un granique libéral, néolibéral naïf. On a une hégémonie néolibérale qui se craquelle. Ce n'est pas le bout du chemin, c'est que le début, et c'est le moment où il faut qu'on soit capable, à gauche, de rentrer dans le rapport de force à l'échelle pertinente, comme vous dites ici. Et donc pour ça, il faut porter une stratégie qui soit résolument offensive pour répondre à cette question. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, union populaire, parce que c'est du marketing politique, me semble-t-il, un peu franco-français. Éco-socialiste, ça j'y crois beaucoup, je t'ai lu, Paul, attentivement. Je crois que tu portes des propositions qui sont très importantes. J'ai lu aussi le papier de Yolanda Diaz, tout ça, c'est des choses qu'il faut explorer, mais il faut, je crois, qu'à chaque fois, les propositions qu'on fait incarnent la bascule, le changement d'époque. Et je prendrai juste un exemple pour terminer. Par exemple, une de ces propositions pourrait être notre capacité à contrôler non seulement les investissements étrangers qui sont faits en Europe, mais aussi ceux que font nos propres entreprises européennes à l'étranger. Pourquoi ça incarne une bascule, ça? Parce qu'après 1945, les pères fondateurs ont fait l'Europe en disant il faut faire la paix, et la paix on la fera par le commerce, donc pour ça il faut tout ouvrir, on va laisser nos entreprises investir partout dans le monde, l'État va se replier sur lui-même, il va juste permettre au marché de fonctionner, comme ça il y aura la paix, puisque les intérêts économiques seront devenus si puissants qu'il n'y aura plus de conflit. Parce que le moment venu, les entreprises seront pression pour nous et on ne fera pas la guerre. Bon, on a bien vu que cette croyance-là, elle avait échoué, tant elle a quitté notamment la politique étrangère allemande depuis les années 70. Et ce qu'on constate là, j'ai des chiffres sous les yeux, c'est que, alors même que l'Allemagne sait qu'elle doit se défaire de ses dépendances vis-à-vis de la Chine, et ben, c'est 11,5 milliards d'investissements allemands en Chine en 2022, un record, et c'était encore 10 milliards en 2021 et la même en 2020. Donc la dépendance allemande à la Chine, et à travers la dépendance de l'Europe, elle s'accroît. Donc il devient urgent, je crois, de faire ce que d'ailleurs le ministre allemand Vert a proposé, par exemple un contrôle étatique sur les investissements européens à l'étranger pour s'assurer que ça ne revienne pas en boomerang dans la figure sur ah ben non, on peut rien faire, on peut rien dire parce que on a des gros lobbies. Voilà, c'est juste un exemple. Carlos Corrucciano, on a retrouvé la liaison, on vous a retrouvé. Je vous propose qu'on réessaye de vous entendre. Est-ce que ce que vous avez entendu jusque-là est conforme à la doctrine de Yolanda Díaz ou est-ce qu'on est vraiment largué? Oui, merci. Désolé pour les problèmes de connexion. Je disais qu'après l'échec de la réforme fiscale de Liz-Truss, après les régies dans la roue de la réforme des retraites en France, on pourrait dire que le néolibéralisme est intellectuellement moribond, incapable d'offrir des horizons de certitude, comme dirait Álvaro García Linera, ce qu'il a fait il y a 30 ans. Pour la première fois depuis longtemps, les élites n'ont pas de programme.
la logique du marché et de la gouvernance mondiale est limitée dans le monde entier. Le néolibéralisme est intellectuellement possible, mais nous devons les combattre politiquement. Il est important aussi de poser un bon diagnostic pour deux raisons. D'abord, parce que, comme l'écrit Stuart Hall, celui qui veut intervenir dans la réalité doit le faire sur la base d'informations exactes. Il veut vérifier la nostalgie qui ne sert qu'à nous consoler. Si nous voulons être sur la base d'une analyse rigoureuse des choses telles qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Ensuite, parce que cette crise peut conduire à un véritable changement lorsqu'une telle crise a lieu, les actions qui sont entreprises dépendent des idées qui se trouvent dans l'environnement. Je pense qu'il s'agit de notre fonction fondamentale, développer des alternatives aux politiques existantes, maintenir ces alternatives vivantes et disponibles jusqu'à ce que ce qui est politiquement impossible devient politiquement inévitable. Nous devons repolitiser ce que Wendy Brown appelle la politique du ressentiment. Nous devons repolitiser la colère et la peur dans une direction progressiste, sinon la vague autoritaire et réactionnaire sera inévitable. La grande question pour la gauche est de savoir si nous devons interpréter la situation actuelle comme une période de blocage dans laquelle prédomine la contestation de la situation existante, dans laquelle nous sommes sur la défensive et résistants simplement, ou si nous devons l'interpréter comme une période de compromis, un moment de construction avec ses risques et ses limites, bien sûr. Dans ce contexte, l'Europe est plus importante que jamais. Et trois sorties sont possibles. La première, c'est de la reconfiguration libérale, favorise la protection des privilèges des élites européens. C'est un remake de 2008. Nous avons une option qui est cette protection qui est c'est la lecture réactionnaire du déclin de l'Europe, c'est la vague autoritaire et réactionnaire dans son expression la plus explicite. Il existe une troisième option que nous avons appelée l'européisme transformateur. L'Europe doit faire tout ce qu'il faut pour protéger les gens. Avec, par exemple, une part verte européenne élargie, avec des ambitions renouvelées et des objectifs avancés, qui doit être, je crois, notre principale boussole politique pour la prochaine décennie. Avec une réforme des traites pour protéger les personnes et pour inclure un protocole, par exemple, des progrès sociaux, comme le syndicalisme européen nous le demande, avec la transformation de l'architecture institutionnelle et de la politique monétaire dans l'Europe d'aujourd'hui, avec, par exemple, la construction d'un multilatéralisme démocratique et d'une autonomie stratégique au service des citoyens européens et non des biens de l'armement du continent. Donc, cet européisme transformateur nécessite également que les espaces progressistes, au sens très large du terme, prennent conscience de la Merci Carlos, merci beaucoup. On a bien entendu jusqu'à un certain point où malheureusement on a perdu la connexion. Sur les trois portes de sortie qu'évoque Carlos, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est la troisième qui est la plus souhaitable. Je me retourne vers vous, Paul Magnet. Tout à l'heure, vous avez expliqué qu'il y avait davantage un problème de stratégie qu'un problème de doctrine. Vous avez vous-même posé la question de la stratégie et vous avez rapidement pas très bien répondu à la question de la stratégie. Parce qu'avant d'arriver au Parlement européen et de faire pression sur la Commission, il fallait gagner les élections. Alors oui, l'un et dans l'autre, évidemment. On ne gagne les élections que si on a une perspective claire. Et on perd les élections quand personne ne sait exactement ce que vous allez faire, ni sur le fond, et ça, à nouveau, je pense que sur le fond, on a eu énormément de débats, ni sur la manière, ni si vous n'êtes pas crédible sur le fait que voter pour vous va changer les choses. Ça, c'est voilà, un principe absolument élémentaire. C'est pour ça qu'on doit pouvoir construire
parle ici uniquement de l'optique des élections européennes, il y a évidemment toutes les autres échéances, mais pour la campagne européenne, on va pouvoir construire un récit dans lequel dire qu'on va désobéir au traité, très bien. Moi, j'étais ministre-président de la Wallonie, j'ai beaucoup désobéi au traité. J'ai tous les ans remis des budgets qui étaient en déficit, jamais respecté les critères de Maastricht. J'ai refusé de signer un traité commercial avec le Canada. Donc, voilà, désobéir, ça, on peut faire. Mais ça ne suffit pas. Ça ne fait pas fondamentalement basculer les équilibres du système européen. Et donc, je pense que d'abord, François Ruffin a apporté un élément, je pense, qui est très important dans le débat. À la fois, on a vraiment besoin de l'Europe, mais il ne faudrait pas non plus tout d'un coup se mettre à crier l'Europe, l'Europe en sautant comme un cabri, pour reprendre une expression célèbre. Oui, le niveau national est aussi un niveau essentiel. Le droit social, c'est national. La protection sociale, c'est encore essentiellement national. Le droit fiscal, c'est fondamentalement national. L'organisation des services publics, une grande partie de la politique industrielle, etc., etc. L'aménagement du territoire, j'en passe et beaucoup d'autres. Il y a encore des compétences nationales absolument essentielles, nationales et régionales selon les différents pays, et qui seront cruciales dans l'optique de la transition et dans l'optique aussi de la dimension sociale de cette transition. Comment évite-t-on que les destructions massives d'emplois ne génèrent, comme aux États-Unis à l'époque de Trump, un repli populiste d'une partie, comme c'est le cas aussi en France ou comme ça a été le cas au Royaume-Uni, dans d'autres endroits, un repli de la classe ouvrière historique vers soit l'abstention et le retrait civique, soit vers le soutien à des partis d'extrême droite. Donc ça, c'est un vrai enjeu absolument essentiel et qui se joue aussi à l'échelle nationale. Là, je suis tout à fait à ce que dit François de ce point de vue. Mais après, on a besoin d'avoir une vision de l'Europe qui soit une vision crédible, qui ne soit pas juste des slogans, et dans lequel on peut montrer qu'il est possible. On a besoin de ce niveau européen, mais il est possible de réorienter le cours des politiques européennes. Alors, ce n'est pas simple, parce qu'on ne peut pas promettre que comme ça, clac, demain, on va tout changer d'un coup. Je crois qu'on doit raisonner en partie par analogie. Il y a quand même deux éléments d'analogie qui sont intéressants pour nous. Le premier, c'est le grand New Deal des années 30, non seulement aux États-Unis, mais en ce compris en Europe, parce qu'on oublie qu'en Europe aussi, les États ont répondu par des politiques de planification, par des politiques de planification sociale, de création massive d'emplois publics, à une crise qui était à la base une crise financière et puis qui est devenue une crise économique et sociale. Mais ça ne s'est pas fait en quelques jours. Quand on revoit l'histoire du New Deal aux États-Unis, ce n'est pas le crack financier de 1929 et juste l'année d'après, Roosevelt arrive et on fait le New Deal. Non, ça met 6-7 ans pour construire le New Deal. Il y a toute une série de brèches dans la politique monétaire, la politique financière américaine, qui petit à petit sont utilisées par le Parti démocrate et par Roosevelt, appuyées par la Cour suprême, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais qui permettent de construire. Et donc, on doit se construire aussi cette stratégie qui est de dire, sur l'échelle d'une législature, idéalement, de 24 à 29, comment va-t-on faire pour faire basculer le régime européen comme le New Deal l'a fait? Deuxième élément de comparaison. Alors, c'est peut-être très paradoxal, mais il faut toujours apprendre de ses adversaires. C'est la révolution conservatrice de la fin des années 70 et du début des années 80. Finalement, les néoconservateurs de l'époque et les libéraux de l'époque sont parvenus, avec la victoire de Reagan, avec la victoire de Thatcher, avec une mainmise idéologique, une hégémonie culturelle sur les grandes institutions économiques internationales, le CDI, le FMI, la Commission européenne et un certain nombre d'autres, sont parvenus, en l'échelle de quelques années, vraiment en l'échelle de quelques années, à bouleverser le cours des politiques économiques, monétaires, etc., etc. Et donc, on doit apprendre de ça. Je crois que la doctrine n'est pas très compliquée à construire, mais comment utilise-t-on tous les leviers internationaux? Ne négligeons pas ces leviers internationaux, parce que c'est à les négliger qu'on les laisse à la droite. Et ne faisons pas croire non plus que, ne laissons pas les conservateurs et les néolibéraux faire croire qu'ils ont réussi. D'abord, François l'a très bien dit tout à l'heure, il y a un vaste échec des politiques néolibérales, du point de vue environnemental, mais du point de vue social également. Et puis, il y a même un échec des points de vue néolibéraux de leur propre point de vue. Leur but était de faire échouer l'État social. En fait, on continue année après année à socialiser davantage la richesse. On a continué, très beau livre de Christophe Rameau sur l'État social, qui le montre très bien, on continue à socialiser davantage la richesse aujourd'hui que dans les années 80. On continue à créer des emplois publics au niveau national, au niveau local, au niveau régional. On continue à développer les politiques de la protection sociale, etc., etc. Donc, les politiques néolibérales sont un échec dans l'absolu, mais sont même un échec du point de vue des critères du néolibéralisme. Et donc, ne nous laissons pas enflumer par le discours triomphaliste des néolibéraux et reconnaissons qu'on doit arriver à faire en sorte que cette évolution doctrinale, qui je crois quand même est de plus en plus là, alors on l'appelle éco-socialiste ou on l'appelle autrement,
moi j'aime bien cette idée de l'éco-socialisme, l'idée que la transition climatique et la question des inégalités et la question sociale sont irréductiblement liées, et la question démocratique aussi, mais la vraie question, c'est de voir comment on la traduit dans des politiques. Et je pense vraiment qu'on doit faire en sorte, j'y reviens sans pouvoir me le répéter, mais qu'on fasse comprendre qu'il y a un vrai sens de l'urgence en 24, que les élections européennes de 24, c'est pas juste, en particulier ici en France, une midterm election, c'est pas juste une élection à mi-chemin entre deux élections présidentielles, c'est un vrai enjeu majeur pour l'Europe. Et le résultat ici en France sera extrêmement important, comme il le sera en Allemagne et comme il le sera ailleurs. Parce que soit on arrive à faire élargir ces brèches, celle que vous avez parfaitement décrite il y a un instant, soit les autres vont gagner. Les pays frugaux, les conservateurs, les libéraux vont refermer tout ce que l'on a suspendu et on va revenir au consensus de Maastricht. Donc, il y a vraiment un enjeu. Il y a pour moi une vraie urgence, qui est évidemment l'urgence climatique, ça a été dit, mais qui est aussi cette urgence d'un momentum politique qu'on ne doit surtout pas perdre. Si on passe à côté du momentum politique de 2024, je crains qu'on soit reparti pour 10 ou 15 ans d'une prolongation des politiques libérales et conservatrices. Et c'est pour ça qu'il faut mettre les pieds dans la porte, en ce compris d'un point de vue institutionnel, en ce compris en disant moi, je voudrais que mon parti dise, et c'est à ça qu'on travaille, et j'essaie de créer des alliances européennes, évidemment. On veut lancer une initiative citoyenne européenne, récolter 1 million de signatures dans au moins 7 États membres. C'est un espèce de référendum d'initiative citoyenne qui existe dans le traité de l'Union européenne, pour obliger la Commission à déposer en 2024 une proposition de taxation de la fortune pour financer la transition climatique et sociale. C'est en gros ce que dit Pisani-Ferry. C'est très bien que des économistes mainstream macronistes se réveillent et se disent il est temps maintenant, on doit le faire. Tant mieux. Ça montre que le curseur est en train de se déplacer, mais ça montre aussi qu'on a besoin de pouvoir le faire à cette échelle-là. La Belgique, on n'a pas. Alors, je plaide pour qu'on considère l'échelon national comme un échelon important, mais on en discutait un peu avec François avant d'arriver. Quand on est belge, on n'a pas tout à fait le même point de vue que quand on est allemand ou quand on est français, parce qu'on est un peu moins grand et on a conscience qu'on est moins grand. On n'est pas un petit pays, on est un pays moyen. Attention, c'est très important. Il y a des petits pays, Chypre, Malte, Luxembourg, tout ça c'est petit, la Belgique c'est moyen. Et quand on est un pays moyen, on a conscience que certes, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le plan interne, mais qu'on a quand même moins une capacité d'agir seul que quand on est un grand pays qui a un poids sur la scène internationale directe sans devoir forcément passer par des alliances avec d'autres pays tels que celles que l'Union européenne représente. Et donc tout ça, on doit absolument le mettre à l'agenda de la prochaine élection européenne, avec en plus cette dimension qu'il n'y a rien à faire, mais en politique, on a besoin de choses simples et claires et nettes. Il se fait que les hyper riches ont vu leur patrimoine exploser les dernières années, en ce compris dans la crise. Donc maintenant, il faut qu'ils payent. Et ça, c'est aussi pouvoir utiliser des affects, utiliser des représentations simples de la société, qui est que ceux qui s'en sont mis plein les poches doivent maintenant payer pour que tous les autres qui ont, eux, trinqué, puissent vivre un peu. Pour rappeler l'importance de faire des élections européennes de 2024 un véritable rendez-vous politique et pas seulement une élection de Williams, Paul Magnette essaye de faire des alliances, c'est pas le seul qui essaye de faire des alliances en ce moment, vous voyez bien avec les gros sabots là. La liste unique aux élections européennes, est-ce que c'est une importance stratégique majeure ou est-ce que ce n'est qu'une polémique politicienne qui n'intéresse que les journalistes comme moi? François Ruffin. Moi, je suis favorable à la liste unique des gauches françaises parce que c'est la seule manière d'aller tutoyer le Rassemblement national et la Macronie. Donc, pour moi, il existe vraiment 3 blocs dans le pays. Un bloc central libéral qui s'effrite dans la durée et il y a une compétition en cours avec qui va réussir à aimanter les particules en suspension. Est-ce que ça va être l'extrême droite ou ça va être la gauche? Donc là, maintenant, je le dis, dans un couple à 5, une infidélité ne doit pas conduire forcément au divorce. Voilà, mon souhait est d'aller vers une liste unique et il faudra trouver le moyen de maintenir le dialogue, y compris durant la compétition électorale. On peut être concurrent pour aller chercher les voix des électeurs sans faire des autres ses adversaires prioritaires. Il y a des manières de se parler, il y a tout ça que si jamais ça se fait pas, je le redis, mon souhait est d'aller en liste unique et de continuer à se parler avant, pendant, après. D'accord? Maintenant, quand on parle d'alliance, je vais sortir de ça. Je pense que, y compris la France, a besoin d'alliance. Il n'y a pas que la Belgique qui en a besoin. Moi, ma tristesse,
quand François Hollande a été élu président, je pense que, vous savez que son premier geste en matière de politique internationale a été de passer sur la première chaîne privée grecque pour inviter à ne pas voter Syriza. Je pense que son devoir était de passer en Grèce pour inviter à voter Syriza en se disant « j'aurai un allié de plus pour aller peser à Francfort et à Bruxelles ». Et pour moi, le premier geste qu'aurait dû faire François Hollande, c'est d'aller à Lisbonne, d'aller à Madrid, d'aller à Rome, d'aller à Athènes, d'aller dans une Europe du Sud souffrante, et quelles que soient les étiquettes politiques, pour se faire la locomotive, le porte-voix de cette Europe latine, et d'aller négocier ensuite à Bruxelles et à Francfort, fort de ces voix-là, peut-être avec la Belgique, peut-être avec d'autres pays, mais il y a la question de, voilà, la France ne doit pas se vivre dans un isolement. Sur le plan, mais elle ne doit pas aller négocier en tête-à-tête dans le couple franco-allemand. Il s'agit de se demander qui on a la force d'agréger autour de nous, quels sont les intérêts communs, et parfois au-delà des étiquettes politiques. Ce que dit Paul Magnette me convient largement. Quand je vois, je vais être franc avec Carlos, hein, quand je vois européisme transformateur dans le texte de Yolande Diaz, je dis la vérité comme je le pense. Hein. Je pense que c'est une machine à faire fuir les électeurs populaires. Et dans la durée, parce que il y a une tension, il y a un divorce qui s'est produit déjà entre la gauche et les classes populaires, mais aussi entre la gauche et l'Union européenne. Donc je le dis, il faut partir de propositions, non pas le collage de quelle étiquette on va mettre là-dessus en disant voilà, on adore l'Europe, on aime l'Europe, faisons l'Europe sociale et ainsi de suite. Ça ne va pas marcher. Il y a une incrédulité face à ça. Donc, c'est en revanche, quelle proposition commune, marquante, frappante, on a à mettre dans le panier. Et je pense que se dire qu'on fait un impôt de solidarité sur la fortune européen, c'est si le mot passe, et je dirais même s'il y a plusieurs listes en France, ce que je ne souhaite pas, mais que ça passe dans tous les pays européens, si on se dit il y aura une énergie, tarif d'énergie régulé, que ça sera permis d'échapper au marché européen de l'énergie, qui est une folie, parce que tu as mentionné tous ceux sur quoi l'Europe avait bougé, il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles on a des ayatollahs. Vous savez, j'ai un agriculteur, un arboriculteur qui était à Villeneuve-sur-Lot, qui produisait des pêches et qui voyait la concurrence avec l'Espagne étant mal. Il était le leader de la FNSEA dans le coin. Mais il monte à Bruxelles avec ses amis de la FNSEA et il se retrouve à la mission lait de la commission. Et il me dit, j'ai rencontré là les petits soldats de Milton Friedman. Parce qu'il y a une pensée de la concurrence, et donc ils l'ont fait sur le marché du lait. C'était une catastrophe pour les fermiers. Mais ça ne les a pas empêchés de faire la même chose, c'est-à-dire déréguler le marché sur la betterave dans les années à venir. Et il faut voir que, pour moi, il y a un ancrage profond du néolibéralisme en Europe qui est, voilà, il est à Bercy aussi, hein, mais on a dans le personnel, dans l'histoire de l'Union européenne, je ne dis pas que c'est un ADN qui ne peut pas bouger, mais mesurons ce qu'il y a à forcer sur ce terrain-là. En même temps, comme le disais, il y a un côté clair-obscur. Pour moi, à la fois au niveau français et au niveau européen, on a une situation qui est pour le moins paradoxale. C'est-à-dire, je me disais, si ça se trouve en 2017, Emmanuel Macron va être élu à contre-temps de l'histoire. Pourquoi? Parce que Mitterrand, en 81, est élu à contre-temps de l'histoire. La grande vague keynésienne, socialiste, autogestionnaire des années 70, elle est déjà retombée quand il arrive en 81. C'est déjà Hayek et Friedman qui dominent dans les esprits. Ça va donner Thatcher et Reagan et il va faire ce qu'il peut, peut-être. Enfin, j'ai tendance à être plus clément aujourd'hui avec ce qui a été fait à l'époque que je l'étais il y a quelques années. Mais bon, il y a cette vague-là. Comment tu prends la vague? C'est pas évident. Tout le monde n'est pas Bryson Ice, quoi. Bon. Donc, et là, quelque part, je me dis, Emmanuel Macron, en 2017, si ça se trouve, il va être pris à contre-temps de l'histoire. Parce que à la fois, c'est petit-fils de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, quoi, voilà, il y a eu cet enfantement. Et en même temps, l'idéologie néolibérale est morte, il n'y a plus que lui qui y croit. Et donc, il va se retrouver, si ça se trouve, à venir être l'homme de la réintervention de l'État, alors qu'il a été élu très clairement pour ne pas faire ça. Et quelque part, avec des crises, la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, la crise
de la guerre en Ukraine. Il y a un interventionnisme de l'État fort chez Macron aujourd'hui, mais tout comme au niveau de l'Union européenne, je dirais, pas de la même manière, hein, mais ça n'est pas pensé. Cette intervention-là n'est pas théorisée. Elle n'a pas été construite intellectuellement, ce qui fait que c'est extrêmement brouillon et pour moi, on a à faire un grand bricolage. Et je pense que l'enjeu, à la fois pour la gauche française dans les années à venir et pour la gauche européenne à Bruxelles, c'est de demander qu'au fond, il y ait une réadéquation entre la pensée profonde de ce dont on a besoin aujourd'hui pour affronter notamment la crise climatique, mais aussi la crise sociale en cours. Donc, si jamais on a un organisme, un haut commissariat au plan, c'est pas pour ne pas écouter ce qu'il dit, c'est parce qu'on pense que ça a de l'importance. Donc, un réalignage entre, au fond, une pensée profonde du pays et des pays qui disent que voilà, il faut plus de justice fiscale, il faut aller dans ce sens-là, il faut avoir, oui, de l'investissement massif sur un certain nombre de domaines, on en a besoin, et la doxa, qui quand même en souterrain continue à être la même, ce qui fait qu'on mène des interventions qui quelque part sont minées en même temps. Et donc je pense qu'il y a un grand enjeu, et toujours pour prolonger sur le terrain du Christ et de saint Thomas, il faut le toucher, il faut le voir avant d'y croire. Je pense que prôner ensemble un impôt de solidarité sur la fortune européen, c'est bien, l'énergie régulée, des investissements écologiques qui ne comptent pas dans le taux d'endettement des pays, et je mets ce verbe qui me paraît clé, protéger. Protéger. Aujourd'hui, le besoin des classes populaires, mais dans la durée, de nos pays, de la France, de mon point de vue, il y a un grand besoin de protection. Il y a un besoin d'être rassuré. Et aujourd'hui, ce qui est fait par la suite des néolibéraux, ça produit du chaos. Il faut montrer à quel point ils sont le parti du chaos. Quand il y a le rail qui déraille, l'hôpital qui est en lambeaux, l'école de la République qui recrute les enseignements, le job dating, que les factures d'énergie font du yo-yo pour les artisans, pour les mairies, pour l'industrie, que même le MEDEF n'est pas content de ça. Quand on manque de médicaments dans les pharmacies, je veux dire, il y a un côté extrêmement chaotique de l'ordre dans lequel ils nous mènent. Ils sont le parti du désordre aujourd'hui. Et il faut qu'on se présente comme étant le parti de l'ordre, le parti d'une stabilité, le parti d'une protection à apporter, parce qu'on aura ce réalignement entre, non, le marché peut exister, il doit être encadré, il doit être régulé, il y a des secteurs hors marché, mais il ne vient pas contaminer toute la société et y apporter finalement une désagrégation. Paul Ridel, vous êtes porte-parole du Parti socialiste, comme je le disais tout à l'heure. Il se trouve que les partis socialistes traditionnels ont dominé l'espace politique à gauche au cours des décennies précédentes. Est-ce que ce sont encore des partis de bons véhicules pour mener ces transformations? Bonne question. Aucun parti n'est figé dans le temps. Parfois, il a besoin de stimuli extérieurs pour se modifier, mais a priori, tant qu'on en revient à la doctrine, en fait, et qu'on refait ce travail que toi tu as fait notamment, Paul, à travers ton livre, à travers tout ce que tu racontes sur les socialistes, quand on revient au centre, il faut toujours ensuite en tirer les conséquences. Donc moi, je ne suis pas du tout défaitiste, au contraire. Sur la stratégie qui va être la nôtre en vue des élections européennes de 2024, au Parti socialiste, on est dans une union de la gauche, contrairement à d'autres partenaires au sein de la NUPS, on considère que ça nous oblige à quoi? À dialoguer sur le fond. Donc avant de dire non par principe à une liste commune aux européennes, même si c'est une élection proportionnelle, etc., on s'efforce d'accepter un dialogue sur le fond qui aura lieu à l'automne. Mais comme le dit François, ce ne sera pas la fin du monde si on ne part pas unis. Ce ne sera pas la fin de la NUPS, je ne le crois pas. Et pourquoi pas, il est simple, dans le cadre d'une élection proportionnelle, que si on a, des divergences sur certains points vis-à-vis de la question européenne, on puisse les exprimer devant les électeurs et les faire trancher dans les urnes. C'est-à-dire, pourquoi pas ou alors, on considère que le plus important, c'est de faire des élections européennes des midterms et d'être le plus long possible pour battre Macron. Mais je ne crois pas que ce soit le sens de l'élection européenne de 2024 que tu as bien rappelé, Paul. Et puis, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder les différences qui sont les nôtres. Tu as parlé de la stratégie, mais moi je pense aussi qu'il y a des divergences de fond quand même. D'abord sur la stratégie.
Moins sur la stratégie peut-être. Parce qu'en réalité, sur la désobéissance, je pense qu'on peut tous être d'accord que c'est ponctuellement utile. Mais quelle désobéissance? Moi, je crois que cette désobéissance, elle gagne à être transnationale. Quand elle vient d'ailleurs d'un pays comme la France, on ne peut pas juste dire de façon unilatérale, bon les ciao, et maintenant faites sans moi. On essaie de créer un mouvement de désobéissance qui ne concerne pas que nous, à plusieurs pays. Et puis surtout, on essaie de proposer une autre règle à la place de celle à laquelle on désobéit. Ça, c'est une certaine philosophie de la désobéissance. Moi, je crois, c'est une unpopular opinion. On entend souvent dire, alors, 2005, le rapport compliqué des Français à l'Europe, tout ça, c'est à cause de 2005 parce qu'on a trahi avec le traité de Lisbonne ensuite. Mais en fait, je ne crois pas vraiment. Parce que quand on regarde ce qui a été repris dans le traité de Lisbonne, du traité constitutionnel de 2005, c'est quoi? C'est le renforcement des pouvoirs du Parlement européen, le fait que le Conseil européen devienne une institution de l'Union à part entière, des éléments sur les coopérations renforcées. Par contre, on a mis de côté notamment l'objectif de concurrence libre et non faussée qui devait figurer dans les objectifs de l'Union. Bref, en gros, parmi les points les plus problématiques du traité constitutionnel, on les a écartés du traité de Lisbonne. Ça veut pas dire que le traité de Lisbonne n'était pas problématique, c'est pas mon propos. Et je pense que là où le bas a vraiment blessé, et tu l'as un peu effleuré tout à l'heure, François, c'est l'incapacité en fait de nos dirigeants français, toutes couleurs politiques confondues, à défendre nos intérêts à Bruxelles, notamment les intérêts des pays du Sud. Dans le cadre de la crise économique et financière, il y a eu cette incapacité réelle à peser sur le cours des choses et à créer des brèches dans l'hégémonie néolibérale. Et c'est ça qui a créé le malaise dans les pays en France et puis dans l'ensemble des pays du Sud vis-à-vis de l'Europe. Donc ça, il faut voir qu'aujourd'hui, c'est justement une stratégie un peu plus conquérante et gagnante, s'engouffrer dans cette brèche pour nous permettre cette fois-ci vraiment de faire entendre notre voix. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'au-delà de la stratégie, il y a quand même des éléments de fond, je serai rapide, mais qui comptent. Quand tu parles, par exemple, François, du fait que l'Europe doit devenir un levier de protection, je te rejoins absolument. C'est ça le récit. Il faut que l'Europe devienne un levier de protection et un levier de progrès écologique et social. Elle n'a pas été jusqu'à présent. Ça pose la question de la défense et de la sécurité. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire en même temps qu'on est contre la dépendance à l'OTAN pour la sécurité européenne, ce que je partage. Je ne crois pas qu'il soit sain que la sécurité des Européens dépende de ce que votent les électeurs américains, mais on ne peut pas dire ça et en même temps refuser l'Europe de la défense. C'est soit l'un, soit l'autre, les amis. Donc, quand, en fait, on rechigne à envoyer des armes à la résistance ukrainienne, le message qu'on envoie à tous nos partenaires d'Europe centrale qui craignent pour leur sécurité, pour leur existence même, c'est, en fait, les Français, ils ne contribueront pas mieux. Il vaut mieux compter sur les Américains. On n'est pas crédible parce qu'in fine, c'est quand même sur la France que va reposer cette Europe de la défense, sur la Pologne aussi. Mais si nous, Français, on n'est pas capable d'être crédibles et de faire que naisse dans le cœur de nos partenaires et nos amis d'Europe centrale l'intime conviction de quoi qu'il en coûte et quoi qu'il advienne, nous les défendrons. S'ils n'ont pas cette conviction-là, ils préféreront toujours le parapluie américain. Parce que eux, c'est leur existence, c'est leur sécurité. Donc là, il y a quand même une contradiction que je souligne de la part, voilà, peut-être, pas François, mais sur ce point. Ça, c'est des sujets qu'il faut quand même, me semble-t-il, ne pas ignorer. On arrive déjà à la fin de nos échanges, on va devoir rendre la salle. Avant ça, quelques informations pour vous dire que le texte de Yolande Delias, dont nous parlons tout à l'heure, j'espère que vous avez envie de le lire, vous le retrouverez, alors je sais qu'on a quelques-uns exemplaires ici, mais il ne faut pas que je parle sur la base. Donc vous le retrouverez surtout chez votre libraire préféré à partir de jeudi. N'hésitez pas à le retrouver. Par ailleurs, sortez vos agendas, les prochaines dates pour les prochaines rencontres du Grand Continent, elles porteront toutes sur la sortie du dernier volume sur les factures de la guerre étendue. Le 30 mai prochain, ce sera une soirée festive de présentation de ce volume. Le 6 juin, quelle place pour l'éthique dans la guerre, avec Raphaël Glucksmann et Benjamin Haddad. Le 13 juin, quelle place pour l'Europe dans l'affrontement économique entre la Chine et les États-Unis. Le 20 juin, la même table ronde qu'aujourd'hui, mais à droite, avec Édouard Philippe, avec Klaus Bell, avec Giovanni Orsina et avec Cayetana Alvarez de Toledo.
Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que vous avez noté les dates. C'est à retrouver dans toutes les versions d'informations que vous sont données. Merci à tous. C'est pas